Seconde partie de notre entretien d'embauche avec Attendez, Jean-Luc monsieur, Mélenchon. Avec votre permission, Monsieur Bourdin, tout Allez, à l'heure, je vous permets. j'ai posé la question de l'égalité à propos Oui. des écoles confessionnelles. Je voudrais la poser aussi à propos de l'école publique en un mot. Je ne suis pas d'accord pour le démantèlement en cours. Et en particulier, je ne suis pas d'accord pour que d'un collège à l'autre, ce soit les chefs d'établissement qui puissent choisir jusqu'à 20% des horaires d'enseignement. Non, on rétablira l'unité et l'indivisibilité de ces horaires. Pas d'autonomie accordée aux établissements. Non, non, non. L'autonomie des établissements, c'est valable pour un supermarché, pas pour une école. Par conséquent, j'abrogerai la réforme du collège. Donc de la tout même viendra manière, d'en haut. comme c'était le cas jusqu'à présent, et ça marchait fort bien. Pour ce qui est des programmes, en tout cas, si vous voulez bien, pour le reste, les équipes pédagogiques sur le terrain font le travail. Mais oui, les programmes doivent être nationaux. Deuxièmement, je supprimerai aussi la réforme du temps scolaire, parce que les enfants s'y épuisent, on ne sait plus qui est partisan de cette chose, et ça aboutit au fait que les gens payent les activités périscolaires. Donc, les activités périscolaires redeviendront gratuites, premièrement, et deuxièmement, la cantine redeviendra gratuite pour que tous nos enfants puissent manger au moins une fois par jour correctement, et ils mangeront bio, ce qui créera un circuit de l'agriculture. Et plus de viande. Et plus de viande. Non, j'irai pas jusque-là. Mais vous l'avez dit, j'ai vu ça, non? J'ai dit, non, attendez, je veux pas faire... Des menus sans viande dans les cantines scolaires. Pas besoin de ces protéines, c'est ce que vous avez dit. Non, Monsieur Bourdin, Seconde. Non, mais pourquoi me dites-vous non? Je l'ai vu dans votre bouche. Très bien. Non, mais attendez, ce que je ne veux pas que les Français croient, c'est que je fixerai le menu des cantines scolaires dans mon bureau. Pas vous. Ce que j'ai dit, en effet, vous avez raison, c'est qu'il fallait sortir des protéines carnées. On en consomme beaucoup trop. Pas de viande. Voilà. Mais il n'y a pas de viande ou moins de viande, ça existe. Bon. Enfin, un peu de modération, Monsieur Bourdin. Bon, d'accord. C'est bien, c'est vous qui me dites ça, c'est parfait. Jean-Luc, on va justement venir à l'aspect personnel des choses. Né à Tanger en 1951, oui. Vous avez presque 66 ans. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est votre dernier combat, votre dernière candidature, quel que soit le résultat? Mon dernier combat, sûrement pas. Non, mais mon dernier souffle. Dernière élection? Je ne sais pas, si je suis élu, la situation sera totalement différente, et en effet, on peut imaginer qu'après ça, ayant bien fait mon travail, enfin, je rentre à la maison, non? Au bout de 5 ans? Au bout du temps que les gens auront pris pour fixer la nouvelle Constitution. Ouais. Et à ce moment-là, je ne leur ferai pas le coup de dire, écoutez, moi, je suis élu pour 5 ans, donc vous attendrez la fin du mandat pour qu'elle s'applique. Elle s'appliquera tout de suite. Et là, on verra. La vie est longue, vous savez. Mais c'est la dernière élection? Franchement. Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas vous dire. Vous ne savez pas. Non, mais parce que la vie est comme ça. Demain, je suis peut-être mort. Et peut-être que d'ici 2 ans, on aura trouvé les moyens de lever la fatigue qui pèse sur tout être humain à partir d'un certain point d'usure de l'existence. Bien, vous êtes né donc à Tanger, je le dis, Jean-Luc Mélenchon. C'était une ville internationale extraordinaire. Oui, à l'époque, oui. Oui, et alors, si vous voulez, ça m'a vacciné de naissance contre l'intolérance. Parce que on était tellement différents. Et alors, mes petits copains parlaient toutes sortes de langues, l'arabe, l'espagnol, le portugais. On parlait français ou plutôt l'espagnol. Et quand vous êtes arrivé en France, on vous appelait le bico. Oui, alors j'ai commencé une carrière d'immigré pendant mes 2 premières années. Les gens étaient simples et mélangeaient tout. Pour eux, les bicos, c'était tous ceux qui arrivaient de là-bas et ils nous détestaient pour des raisons assez confuses souvent. Yvetot. Alors, j'ai d'abord été à Elbeuf, qui était une ville en Seine-Maritime. Les gens étaient braves, mais vous savez, il y avait encore des marques. C'est incroyable quand même, on est dans les années 60, il y avait encore des marques de la guerre. Et ensuite, je suis allé à Yvetot, j'ai vécu fort heureux parmi mes jeunes camarades. J'ai découvert là-bas les cabanes, les choses comme ça. Voilà. École catholique, hein. C'était à Elbeuf, oui. C'était des maîtres super. Figurez-vous que je crois que c'était des dominicains ou des jésuites, m'ont appris en 1 an tout le latin dont j'ai eu besoin tout le reste de ma scolarité. C'était des professeurs assez extraordinaires, il faut bien en convenir. Et on s'est trouvé là parce que tout simplement on ne pouvait aller nulle part ailleurs. Mais je n'en suis pas mécontent, ça m'a bien servi. Et après, je suis dans le Jura. Oui, ça c'est ma petite patrie. Bac littéraire. Voilà, c'est ma petite patrie d'adoption. C'est là-bas que, vous savez, comme vous, là, quand vous rentrez dans votre pays sévenol, là, ben moi c'est pareil. Quand j'arrive dans le Jura, instantanément, je suis bien. Et je suis content de voir les gens, parce que ils ont cette espèce de demi-teinte des méridionaux et des gens de l'Est. Alors je ne vais pas entrer vraiment en détail dans votre vie privée, mais il y a vraiment une fêlure dans votre vie personnelle. C'est le décès de votre maman. Comme beaucoup, humain. Et mon père mais ça a été une épreuve. Votre père aussi, mais... J'ai perdu mon père et ma mère, c'est la vie. Mes parents sont morts, et un jour, moi-même, je mourrai. Vous avez même oublié la date de sa mort. Oui. C'est comme ça. C'est en juillet. Et
quand on arrive aux alentours de cette date, comme tout le monde, l'espèce de chronomètre intérieur se remet en route et j'en suis triste. C'est normal. La vie vous construit à la fois autour de vos succès, mais autour de vos blessures. Et celle-là, la mort est l'énigme la plus grande pour un être humain. Et au fond, peut-être que toute notre civilisation est construite autour de l'idée que nous passerons tous. Et dès lors, nous sommes tout entiers, pour moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée, dans nos œuvres. Et nos œuvres, ce sont la réussite de nos enfants et la qualité de ce que nous aurons apporté aux autres. Justement, la transition est toute trouvée, parce que vous dites le bonheur est toujours au présent. Conserver le passé est une illusion aussi vaine que la volonté de dominer le futur. J'ai vu ça. C'est une phrase un peu philo, hein. Bah oui. Oui. Et on a le droit ici aussi. Oui. Je voulais parler de la situation qui est, au fond, celle de n'importe quel être humain. Le passé n'est pas aussi stable que ce que vous pouvez en penser. C'est-à-dire que votre mémoire le reconstitue sans cesse. Le passé est une matière plus fluide et mobile que le futur lui-même, car lui est assez prédéterminé. Et l'illusion est de croire ou qu'on maîtrise le récit de son passé. Albert Camus disait cette suite de faits sans suite qu'on nomme un destin. Hein. C'est après coup, c'est dans le rétroviseur que la cohérence de votre vie vous apparaît. Et c'est là que vous voyez si vous avez tenu bon sur vos principes. Quant au futur, par nature, il est fluide. Mais voyez-vous, il s'observe dans le futur un changement terrible. Pour la première fois dans la civilisation humaine, les futurs se resserrent. Ils sont moins ouverts qu'ils ne l'étaient avant, parce que les décisions prises ont des conséquences inéluctables, irréversibles. Par exemple, vous stockez des déchets nucléaires qui sont en vie pour plusieurs millénaires. C'est une activité humaine qui les a créés, et maintenant ils nous surplombent pour plusieurs millénaires. Il y a des réacteurs nucléaires partout. De même, l'extinction des espèces nous surplombe. C'est-à-dire que vous, moi, Monsieur Bourdin, nous sommes absolument scandalisés de voir que les vertébrés disparaissent, que les singes sont en train de disparaître. Mais que pouvons-nous? Donc, nous allons vers un futur où la biodiversité se réduit aussi longtemps que nous n'aurons pas renversé le processus, et il y en a pour des années. Voilà ce que cette phrase un peu prétentieuse veut dire. C'est la misère de la condition humaine. Est-ce que vous vous aimez? Ma foi, je ne me regarde pas vivre. Mais parce que vous parlez quand même beaucoup de vous, non? Ah bon? Non, je sais pas. Parce que vous me posez la question. Non, mais je parle pas là particulièrement. C'est la mode aussi, vous savez. Sinon, c'est la mode. Les gens. Est-ce que vous n'êtes pas un peu égocentrique quand même? Comme la proportion de tout le monde. À un moment donné, j'ai vu que on me reprochait les égos, comme si, vous savez, cette manie de psychologiser la politique. Moi, j'ai pas de problème d'ego. Ma vie est faite, je sais qui je suis, et j'ai ma part d'ombre, ma part de lumière, et comme vous dites, c'est vous qui me posez la question. Savoir si je m'aime. Moi, je me suis pas demandé si je m'aimais. Vous piquez quand même certaines colères, on va regarder, tiens. Oui, c'est bon, ça y est, c'est reparti, vous allez ressortir encore. Non, certaines colères, allez, allons-y. Est-ce que vous m'avez pris... Mais ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère? Attendez, moi j'ai connu ça ici. Oui, mais vous-même, Monsieur Bourdin... Vous vouliez plus venir, vous étiez... mais maintenant vous êtes revenu. Mais vous vous mettez pas en colère? Ah, ça peut m'arriver. Quel âge avez-vous, Monsieur Bourdin? Ça peut m'arriver. Quel est votre âge? J'ai à peu près le même âge que vous. Bon, donc nous sommes de la même génération. Vous êtes aussi surpris que moi, et pas toujours très content de vous, quand on vous filme en gros plan. Jamais content de moi. Bon, et quand on est en colère, il est rare qu'on soit content de soi après, parce que quand on est un esprit un peu construit et cultivé, on s'en veut. Mais des fois, il est nécessaire d'être en colère, Monsieur Bourdin, parce que c'est une façon de marquer son indignation, et il faut apprendre à être humain. Vous avez par votre métier une obligation de mise à distance permanente. Mais cependant, quand vous allez au concours de boules, par exemple, vous allez tous les ans, c'est bien ma vie. Eh bien, vous êtes comme tout le monde. Hein. Vous avez vos sourires, vos éclats de rire et vos crises de rage quand vous ratez un carreau. Et on me l'a dit. Je m'en veux. Et ben voilà. Je m'en veux. Vous m'en voulez après d'avoir raté le carreau ou d'être ça vous arrive de rater des carreaux, oui. C'est clair, moi aussi. Et dans ces moments-là, on n'apprécie pas, si vous voulez. Est-ce que la politique vous dévore? Parce que la politique est dévorante. Oui. Oui, je n'ai pas que des... Je ne suis pas... Je suis comme tout le monde, je suis pris par des passions, tout le monde en a. Quand on est jeune, on discute jusqu'au bout de la nuit, de politique, on fume. De parler mais pas du tout, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, on était comme ça. Vous avez fait. Oui, on était comme ça. Vous fumiez, vous discutiez jusqu'au bout de la nuit. Alors vous étiez entre socialistes ou trotskistes, et alors vous n'aviez pas la même vision du monde, c'est vrai. C'était passionnant, Monsieur Bourdin, je n'en ai aucun regret. Parce qu'on s'emparait de toutes les situations
du monde. On était là, prétentieux qu'on était, à avoir un avis sur tout, sur tous les pays, on connaissait toutes les tendances de tous les partis. C'était incroyable. Et puis, il y avait une passion pour la vie. Comment vous dire? Tous les ans, quelque part dans le monde, il y avait une révolution. Et donc, dans notre esprit, le peuple était en ébullition permanente, si bien qu'on reprochait à leurs dirigeants de ne pas savoir mener leur action. C'était un point de vue un peu étroit, et je reconnais d'ailleurs en plus qu'on est passé à côté de grands sujets. Car après tout, le grand changement du mode de production, son passage à un productivisme effréné qui détruit la planète, des gens comme moi ne l'ont pas vu. Tu es admirateur d'une économie qui n'a pas fonctionné, Jean-Luc Mélenchon. Alors on avait des critiques dessus, comme vous l'avez dit, j'étais trotskiste, donc je n'étais pas stalinien. Vous n'étiez pas stalinien, je n'étais pas maoïste, et heureusement le trotskisme à cet âge-là nous a vaccinés contre l'esprit de système et le goût pour des régimes qui ont animé beaucoup de vos collègues dans la presse, qui ont votre âge et le mien, ont commencé leur carrière, ils se taisent dessus, dans les rangs d'une extrême gauche extrêmement furieuse et féroce. Et aujourd'hui, me font des reproches jusqu'à la génération la plus récente, qui est aujourd'hui à l'antenne le matin, a été membre de la jeunesse communiste à une époque où c'était Brejnev qui dirigeait. Vous parlez de qui? Je le laisse se découvrir. Les repentis m'ont toujours inspiré beaucoup de... Et d'ailleurs, pourquoi cette rancœur contre certains journalistes et certains médias dans lesquels vous ne vous rendez plus? Alors vous avez raison, Monsieur Bourdin, et je veux vous en donner acte, de dire certains. Car on en a déduit que c'était une espèce de détestation universelle. Ce n'est pas le cas. J'ai toujours dit que vous étiez un interlocuteur malcommode et assez intransigeant. Mais je n'ai rarement eu d'occasion de m'affronter à vous, parce que vous marquez toujours une distance, y compris dans vos charges. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention d'humilier les gens qui sont en face de vous. Et je suis un homme du peuple. Et vous avez été humilié? Oui. Les gens comme moi ont un sentiment de revanche sociale extrêmement vif, et nous ne supportons pas qu'on nous regarde de haut. Vous êtes vous êtes au départ un journaliste qui vous êtes formé dans le métier. Vous venez des pages sportives, donc vous avez une attitude spontanément débonnaire et amusée de la vie. D'autres ont une attitude d'élèves de grandes écoles qui regardent ceux qui ne sont pas dans les grandes écoles avec du mépris. Et je ne l'ai jamais supporté. Bien, mais Jean-Luc Mélenchon... Vous êtes communiste? Vous avez été communiste? Quand j'avais 20 ans, par la force des choses. Parce que François Fillon. Mais les trotskistes, c'était c'est un communiste. Ah non, mais ça n'est pas vrai. Je ne suis pas communiste. Je ne suis pas membre du Parti communiste. Je ne l'ai jamais été. Et je ne suis pas communiste au sens de la doctrine communiste, avec laquelle j'ai d'abord la distance incroyable, qui est que je ne crois pas au productivisme. Les communistes sont pour le nucléaire, pas moi. Les communistes ont une série de positions qui ne sont pas les miennes. Mais vous avez quand même dans votre programme certains points qui se rapprochent d'une forme de collectivisme. Oui, mais c'est une chose le collectivisme et une autre le communisme. De nouveaux droits de contrôle accordés au comité d'entreprise dans les... Oui, bien sûr. Dans les entreprises. Voilà. Alors quel contrôle? C'est dit dans le programme, pour une fois, d'habitude vous me citez à la lettre près. Il y a plusieurs choses qui apparaissent. Premièrement, il faut donner des droits aux salariés et aux travailleurs, parce que souvent ils sont meilleurs juges, non seulement de la manière d'exécuter les tâches, parce que ça on n'en parle jamais, l'avis des travailleurs sur la façon de faire a une importance. Puis deuxièmement, sur la façon de conduire l'entreprise. Il y a beaucoup d'arrogance à croire que seuls des PDG, je parle là du CAC 40, surpayés, gavés d'argent pour en trouver qui coûtent moins cher, peuvent diriger une entreprise. L'avis des travailleurs est important. Je vous donne un exemple pris dans le texte du programme. Lorsqu'une entreprise est vendue, je trouve qu'il est normal que les travailleurs aient un droit de préemption. Ils sont donc acheteurs prioritaires s'ils veulent le faire sous la forme d'une coopérative. Et s'ils ne peuvent pas le faire? Alors, ça, c'est leur problème. Mais s'ils veulent le faire, on doit le leur permettre. Je vous donne un exemple. L'entreprise Ecopla, la seule qui fabrique des moules en aluminium, vous savez, des barquettes, d'accord? Les clients étaient d'accord pour continuer à passer les commandes. Le carnet de commandes était plein. Mais il se trouve que le fonds de pension dirigé par un Chinois décide qu'il vend cette entreprise. Du coup, il y a une dette sociale, c'est-à-dire le coût du licenciement. Et au nom de cette dette sociale, on vend l'entreprise, alors que les travailleurs voulaient en faire une coopérative. C'est eux qui faisaient tourner la boîte, c'est pas le Chinois. Lui, il sait même pas où c'est. Vous, dans votre programme, vous proposez aussi un droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégique de l'entreprise. Dans toutes les entreprises. Il faudra sans doute définir une taille où ça a un sens. Il y a le domaine de la loi quand même. Imaginons une entreprise de 10 salariés. Commençons par expliquer ce que c'est. Droit des salariés, un vote de défiance à l'égard des dirigeants. Monsieur, il vous reste à apprendre que tous les entreprises n'ont pas de comité d'entreprise parce qu'il y a des seuils. Donc, il faudra discuter de ces seuils. Mais ce que je voudrais que comprennent ceux qui nous écoutent, c'est que
Je pense qu'en effet, dans certaines circonstances, les travailleurs peuvent avoir un droit de remontrance. Par exemple, vous autres, les journalistes, souvent, dans vos comités de rédaction, vous faites des votes de défiance contre vos chefs. Ça existe. Ce droit-là, les travailleurs ne l'ont pas dans leur entreprise. Pourquoi ? Puisque c'est bon pour les journalistes, ça doit être bon aussi pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez-moi. Ça veut dire quoi, le vote de défiance ? Voilà. On change les dirigeants ? Mais non, écoutez, défiance, pas de limogeage. Écoutez-moi. Quand un groupe de journalistes exprime un droit à un vote de défiance, par exemple, dans la télé publique, ils ont fait un vote de défiance contre Monsieur Field. Bon, ils ont des raisons, c'est des raisons déontologiques, professionnelles. Dire, de notre point de vue professionnel, nous pensons que ce que vous faites est pas bon. De même, dans une entreprise, vous pouvez avoir une décision stratégique qui est prise par la direction pour des raisons absolument inacceptables. Prenons l'exemple des fonds de pension. Ils interviennent dans une entreprise. Vous savez comment marche un fonds de pension ? Il emprunte l'argent pour acheter l'entreprise. Quand il arrive dans l'entreprise pour rembourser l'argent qu'il doit, il commence par prendre toute la trésorerie et il la refile à ceux à qui ils ont emprunté. Ensuite, il arrive qu'ils découpent, qu'ils vendent les brevets ou qu'ils décident de licencier tout le monde. Mais je mets le licenciement de côté. Au moment où le fonds de pension décide de prendre toute la trésorerie pour la rendre et rembourser l'emprunt du rachat, les travailleurs auraient le droit de dire que vous êtes en train de nous ruiner. Donc tout ça pour ces entreprises-là, mais pas pour les PME, par exemple, pas chez un artisan qui emploie 5 personnes, pas tout ça. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous êtes 5 en général, le ton monte. Alors l'argent. Vous savez comment ça se passe dans les petites boîtes. Parlons d'argent un petit peu. Oui. Parlons d'argent un petit peu. Allez, parlons d'argent. De vos 14 tranches d'impôts. Attendez, avant, là, 14 tranches on a parlé des petites entreprises, on va pas en parler que pour leur dire ce qu'on va pas leur faire. On va peut-être parler de ce qu'on va leur faire. Non, mais non, on va pas... Mais si, la petite entreprise, c'est très important. Alors, un mot sur la petite entreprise. Alors, la petite entreprise, je lui rends 4 services en un mot. Premièrement, je remplis le carnet de commandes. Deuxièmement, je lui donne un taux d'escompte. Excusez-moi les gens, je vous explique pas ce qu'est l'escompte à 0%, donc ils arrêtent d'être pris. Troisièmement, leurs dirigeants peuvent sortir du RSI pour entrer au régime de sécurité sociale générale. Et enfin, je crée un fonds qui permet d'épauler les difficultés des petites entreprises pour payer les charges sociales. Et enfin, je diminue l'impôt des petites entreprises sur les sociétés pour qu'elles puissent passer au SMIC à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu, j'ai fait vite. Avec près de 200 milliards d'euros, on est bien d'accord, 200 milliards d'euros que vous allez consacrer à une forme de relance économique. Oui. C'est bien cela. Alors, avec 2200 milliards de dettes, il va falloir trouver l'argent quand même. Voilà. Alors, oui, vous avez bien raison, mon bon monsieur. Oui. Mais oui, pour faire tourner les hôpitaux et payer les salaires publics. Voilà. Alors donc on va, vous allez imaginer une seule seconde, Monsieur Bourdin, je sais que l'idée est choquante, que je puisse être un homme intelligent entouré d'experts. Bon, vous avez 130 économistes qui viennent de signer pour dire mon programme est un programme sérieux. Tous les candidats des économistes sont entourés d'économistes. Ça me fait sourire de tous les côtés. On a des économistes. Donc, alors qu'est-ce que vous sort? Voilà. Qu'est-ce que vous Non, on les sort pas. Ils sont sortis tout seuls. Moi, j'ai rien demandé. Tout seul. Bon, d'accord. Mais Monsieur de Bourdin, pourquoi disent-ils ça? Je veux dire, d'accord que vous les méprisiez tous. Mais je les méprise pas. Mais cela, pourquoi, à votre avis, Monsieur Bourdin? Pourquoi? C'est donc qu'il y a un débat. Donc vous apprenez quoi à cette occasion? Puisque plusieurs personnes ont des économistes qui leur donnent raison. C'est qu'il n'y a pas de loi de l'économie comme il y a des lois de la nature. Ça n'existe pas. Nous sommes dans le domaine des sciences humaines qui sont relatives. Donc, il y a plusieurs théories économiques. Et je fais partie d'une école, parce que je m'y rattache, je ne suis pas moi-même économiste, mais j'ai dû le devenir au cours de ma longue vie de militant. Eh bien, il y a une école qui dit c'est une absurdité de contracter la dépense publique ou de la réserver, ce qui est le cas aujourd'hui, à la politique de l'offre, c'est-à-dire faire cadeau de 40 milliards pour créer de l'emploi de CICE. Voilà, de CICE, qui fait que les emplois maintenus ou créés par Monsieur Gattaz, qui était là tout à l'heure sur cette chaîne, ont coûté 280 000 euros par tête de pipe, alors que un emploi à 35 heures en a coûté à peine 13 000. Bon, donc vous voyez, il y a des théories économiques. Les gens, vous ne pourrez jamais vous passer de l'obligation de réfléchir et de choisir. Donc je suis partisan de la relance. Elle repose sur 100 milliards d'investissements. D'accord? L'investissement et la dépense de fonctionnement, ce n'est pas pareil. Oui. Encore qu'on puisse discuter du fait que certaines dépenses de fonctionnement sont à mes yeux des investissements. Je vous donne un exemple. Un professeur qui enseigne transmet une valeur, le savoir, et on doit plutôt le considérer comme un investissement que comme une dépense de fonctionnement. D'accord? Alors je viens sur l'investissement. Je prends 100 milliards que nous injectons évidemment, ça fait un effet de relance, qui sont les secteurs qui sont écologiquement responsables. Ces emplois-là ne seront pas délocalisés.
voyez-vous. De la même manière que, par exemple, quand je vous parle des éoliennes ou des hydroliennes, vous êtes obligé de les construire au bord de la mer. Il n'y a pas le choix, parce que ça ne s'emballe pas en bateau une pale de 90 mètres de long. De même, vous êtes obligé de mettre là les navires de service. De même, c'est là qu'il faut réparer les ports. De même que c'est là qu'il faut ouvrir, créer l'écluse dont on a besoin pour mettre en rapport le port du Havre avec la Seine. Pardon, vous voulez des détails techniques, je vous en donne. Tout ça n'est pas délocalisable. Les champs d'algoculture, vous pouvez pas aller les créer à Shanghai. Ça sera forcément sur les côtes bretonnes et sur les 1000 km de côtes françaises. Donc vous voyez, l'investissement, il est local, il fait travailler des gens localement. Je vous donne 2 exemples super précis. Bon, permettez-moi de le faire. Oui, allez-y, très vite. Alors, tiens, vous me faites perdre le fil à la limite. Non, je vais y revenir. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'écologie. Bon. Le plan 100% accessibilité. Oui. D'accord. Tout le monde peut arriver partout. Pourquoi ceux qui sont en fauteuil? Si on règle le problème des gens en fauteuil, on règle le problème des gens avec des poussettes, on règle le problème des gens qui ont du mal à se déplacer, etc. Ça coûte 10 milliards. Du coup, l'État, tous les ans, reporte. Si nous mettons ça en route, vous voyez bien que c'est pas les grands monopoles qui vont aller mettre des pentes en ciment le long des escaliers où il faut les créer. Ça sera donc les petites entreprises qui le feront pour l'essentiel. Donc ça veut dire du travail qui est répandu localement. Autre exemple, hier, j'étais dans le Jura, une boîte coopérative qui ramasse les frigos, les télés, les appareils de cette nature. Et on les trie et on recycle. C'est une mine, Monsieur Bourdin. Ne soyez pas pressé de passer à autre chose. C'est une mine. Il y a de l'or, de l'aluminium, il y a du plastique. On arrive à tout trier et tout recycler. Donc, c'est les circuits courts. Mais qui fait le boulot, Monsieur Bourdin? Il faut aller voir les gens. C'est des gens qui ont été blessés dans la vie. Eh bien, ces gens-là, ils participent au bonheur de tous en faisant ce travail-là. Donc, vous voyez comment on arrive à joindre la relance économique avec le bonheur des gens. On veut travailler et avoir une paye pour décider soi-même de ce qu'on fait de sa vie. Alors, un mot, et je terminerai avec... Je reviendrai aux questions un peu plus personnelles, mais je termine sur un mot. Les impôts, oui, les impôts. Juste un mot. Alors, une réponse sur les impôts. 14 tranches d'impôts. Je gagne, imaginons, 4 000 € par mois. Est-ce que je vais payer plus d'impôts? Non, vous paierez moins. Alors, à 4 000, je paie moins. Oui. Alors, je parle pour un foyer, 2 fois 2 000. Ah oui, mais là, alors... là, je paie moins. Ah bah oui, et clairement. à 5 000, je paie plus. Oui. Vous paierez plus, un petit peu plus. Alors je vous explique comment ça marche. D'abord, quand vous dites 14 tranches, il ne faudrait pas que ça fasse peur aux gens. Ça devrait les rassurer. 14 tranches, c'est ça, ça les rassure. Parce que sinon, c'est 5 tranches. D'impôts. 5 tranches. Et ça veut dire quoi? Que la classe moyenne porte tout sur son dos. Voilà. Et ceux qui sont à un bout payent rien, et les autres payent pas grand-chose. Donc non, ça c'est fini. Ça c'est fini, ça. Pour 2 raisons. D'abord, il y aura 14 tranches, donc on répartit l'effort. Ceux qui ont le plus, oui, il va falloir qu'ils donnent plus. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Or, ils ont beaucoup. On est le record du monde d'Europe des millionnaires. On est le pays qui donne les plus gros dividendes à ses actionnaires. Bon, ça va, quoi. La fête est finie. Maintenant, il faut revenir à la raison et partager. Donc, on a 14 tranches. Donc, les gens, vous pouvez tous aller voir sur mon site, la JLM 2017. Il y a un simulateur. Donc là, vous êtes tranquille. Puis deuxièmement, il y aura l'impôt universel. C'est-à-dire, où que vous êtes, vous payez la part que vous devez à la France. Alors d'accord, vous déclarez d'abord ce que vous avez gagné dans le pays où vous êtes et vous payez vos impôts là-bas. Et puis vous le dites au fisc. Et le fisc dit, très bien, vous ne devez plus rien. Ou bien, dites donc, si vous étiez ici, parce qu'il y en a qui se taillent, qui vont se cacher pour pas payer. On dit, si vous étiez ici, vous nous devez encore tant, envoyez l'argent. Voilà. Bien. Alors les gens, ils me disent, mais monsieur, moi je suis un cadre supérieur ou un cadre moyen, je travaille à Shanghai ou à Hong Kong, je comprends pas parce que je bénéficie pas des services publics. Déjà mon gars, si tu y es, c'est que tu as été instruit par l'école publique et gratuitement. Et deuxièmement, c'est que si c'est moi qui m'en occupe, vos enfants au lycée là où vous êtes, au lycée français, ils vont plus continuer à payer les charges qu'on leur fait payer parce que l'enseignement doit être gratuit pour tous les petits Français, où qu'ils soient dans le monde. Je termine avec vous. Allez, très vite. Après, vous allez dire non, je termine avec vous. Sur moi, alors, vous me dites je regardais. Alors, dites-moi, je regardais, vous aimez la science-fiction? Oui, la poésie du 16e. Picasso, tiens, vous êtes comme Macron d'ailleurs. Votre film, Little Big Horn. Oui. Little Big Man, pardon. Little Big Man. Petit homme grand. Mon préféré, c'est Blade Runner. Ou Out of Africa. Out of Africa m'a fait pleurer de bonheur. Mais quoi? Apocalypse Now aussi. Vous aimez bien? C'est violent. C'est violent. C'est très d'accord. Très violent. La charge sur ce pauvre village de Vietnamiens, cette charge d'hélicoptère. Little Big Man, je me rappelle de la fin, je l'ai noté parce que parfois la magie fonctionne et parfois elle ne fonctionne pas. C'est la fin, Oui.
On a des choses en commun, monsieur Bourdin, Alors, vous et moi. Parfois la magie fonctionne et parfois elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'être plus rationnel que moi, qui essaye de l'être, et vous. Mais en même temps, plus nous organisons notre pensée, plus les failles qui nécessairement s'y manifestent ouvrent des béances pour des choses plus poétiques et incroyables. Moi, je me sens rattaché, comme disait Bradbury, à la plus petite poussière de l'univers, par un lien magique. Mais ce lien magique, je ne peux pas vous le décrire, précisément, puisqu'il est magique. Et ayons l'idée qu'on est rattaché aux choses de cette façon, et tout d'un coup, la vie est enchantée. Enfin, pour la part qu'on peut s'en donner. Bien, on va terminer en musique. Écoutez. Difficile d'interrompre, le temps passe, mais... C'est une très belle aria. Et quand je l'entends, j'imagine la chaste déesse, c'est-à-dire c'est la lumière de la lune qui se projette dans un bois, sans doute un bois d'olivier. L'arbre immortel, monsieur Bourdin, vous et moi, nous sommes des oliviers. Tout d'un coup, nos branches donneront des fleurs, au moment où on ne s'y attendra pas, et des fruits aussi. Oui, il est 9h27. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu nous voir.